Je remercie d'abord l'Académie et son audacieux et infatigable secrétaire perpétuel d'avoir organisé ce colloque. Alors je remercie aussi le comité d'organisation, dont moi-même, de m'avoir invité. Et je remercie finalement M. Otto qui m'a déjà fait gagner 5 minutes en faisant un excellent résumé de ce que je vais dire. Bien. Alors donc le livre, je réfère au livre dont je vais parler. Je ne vais pas parler du livre, mais c'est parce que je voudrais simplement assurer que vous pourrez trouver dans le livre des détails, des justifications, des références, etc. Je n'ai pas le temps de tout faire ici. Donc je vais effectivement parler des lois dont on a parlé ce matin en disant que c'était des restrictions légitimes à la liberté d'expression, c'est-à-dire l'incitation à la haine et la restriction, l'interdiction, la négation de l'histoire. Donc je vais commencer par rappeler la conception classique de la liberté d'expression qui est exprimée entre autres dans la Déclaration universelle de 1948 où l'article 19 dit on en a déjà parlé, mais tout individu a le droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, ni celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Donc ça, c'est la déclaration classique, et cette déclaration, comme on l'a dit plusieurs fois, remonte aux Lumières, et alors en particulier du côté anglais à John Stuart Mill. On a déjà cité cette remarque, il donne un très bon argument, il dit ce qu'il y a de particulièrement néfaste à imposer silence à l'expression d'une opinion, c'est que là, ça revient à voler l'humanité. Il parle des générations futures. Après, il dit si l'opinion est juste, on les prive de l'occasion d'échanger l'erreur pour la vérité. Et si elle est fausse, c'est très important, et si elle est fausse, ils perdent un bénéfice presque aussi considérable, une perception plus claire et une impression plus vive de la vérité que produit sa confrontation avec l'erreur. Donc il estime que la vérité se renforce dans la confrontation avec l'erreur et au contraire de la censure. Alors il y a des gens qui pensent que c'est une idée particulièrement anglo-saxonne et à bannir comme le ketchup et le hamburger, mais en fait il y a des sources françaises, et il n'y a pas seulement Voltaire, parce qu'on cite toujours Voltaire, mais je vais citer un auteur qui est peut-être un peu plus controversé, qui est Robespierre, mais qui dit les choses très bien, il le dit en 1791. La liberté de publier son opinion ne peut être autre chose que la liberté de publier toutes les opinions contraires. Il faut, ou que vous lui donniez cette étendue, ou que vous trouviez le moyen de faire que la vérité sorte d'abord toute pure et toute nue de chaque tête humaine. Elle ne peut sortir que du combat de toutes les idées vraies ou fausses, absurdes ou raisonnables. Si ceux qui font les lois ou ceux qui les appliquent étaient des êtres d'une intelligence supérieure à l'intelligence humaine, ils pourraient exercer cet empire sur les pensées, mais s'ils ne sont que des hommes, s'il est absurde que la raison d'un homme soit, pour ainsi dire, souveraine de la raison de tous les autres hommes, toute loi pénale contre la manifestation des opinions n'est qu'une absurdité. Vous remarquez que dans ces textes, on parle d'opinion. On ne dit pas à condition qu'elle ne soit pas raciste, homophobe, sexiste, antisémite, etc., ou jugée telle par des associations qui se proclament gardiennes de la pureté de la pensée. Et heureusement, ça c'était en 1791, mais on a fait depuis des progrès, en tout cas en France. En 1972, on a introduit la loi dite Pleven, qui réprime toutes sortes de choses que je ne conteste pas, mais qui réprime en particulier les discours qui ont provoqué à la haine. Je laisse de côté la violence et la discrimination parce qu'on d'autres choses, mais à la haine à l'égard d'une personne en fonction d'un groupe de personnes, etc., à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Comme l'a fait remarquer, le fera peut-être demain Le Pourrier qui est présent ici, on n'appartient pas à une religion, on adhère à une religion. Déjà, il y a un problème déjà sur la question d'incorporer la religion. Mais la question, c'est que veut dire provoquer à la haine? C'est là que je prétends que l'ambiguïté, l'arbitraire se glisse. Pensez aux relations entre francophones et néerlandophones en Belgique et demandez-vous quand est-ce que des remarques sont des incitations à la haine. D'accord? Quand est-ce que c'est de la haine? Il ne faut pas se leurrer. Toute personne qui s'identifie à un groupe humain, soit les hommes et les femmes ou n'importe quoi, ou n'importe quel groupe humain, va toujours avoir des préjugés sur les groupes humains. Il ne faut pas rêver. Et donc, à partir de quand ces préjugés sont, enfin des préjugés ou des post-préjugés, je ne sais pas, mais des opinions souvent négatives et positives,
de leur groupe est négative à l'égard des autres, et à partir de quand est-ce que c'est de la haine, et à partir de quand les exprimer, c'est une incitation à la haine. Ça, c'est tout le problème. Alors, je vais donner un exemple d'incitation à la haine. C'est le caricaturiste Ciné, qui tenait une chronique dans Charlie Hebdo, et qui, en 2008, écrit « Jean Sarkozy, donc le fils de Nicolas Sarkozy, vient de déclarer vouloir se convertir au judaïsme avant d'épouser sa fiancée juive et héritière des fondateurs de Darty. Il dit « Il ira loin dans la vie, il fera du chemin dans la vie, ce petit. » Alors, suite à cela, il est licencié et poursuivi pour incitation à la haine. On lit dans Libération, quelques jours avant, Patrick Gaubert, président de la LICRA et ami de Nicolas Sarkozy, remarque qu'aujourd'hui, le fils de Nicolas Sarkozy, Jean, vient de se fiancer avec une juive, héritière des fondateurs de Darty, et envisagerait de se convertir au judaïsme pour l'épouser. Alors, dites-moi où est la différence entre les deux textes. La différence, c'est « il fera du chemin dans la vie, ce petit ». Alors, dans ce journal, qui se prétend le grand défenseur de la liberté d'expression, où on se permet, soi-disant, tous les excès, quand il s'agit des musulmans, on ne fait pas d'arguments contre la religion, on les insulte avec les caricatures du prophète. On considère que ça, c'est sacro-saint, on a le droit d'insulter les musulmans comme on veut. Mais si on met cette phrase-là, on est licencié, poursuivi. C'est vrai qu'il a gagné son procès, ça c'est vrai. Mais n'empêche, c'est pas gai d'être poursuivi dans les tribunaux, même si on gagne à la fin. J'ai d'autres exemples dans mon livre, Mermet, Edgar Morin, ils ont été poursuivis pendant des années devant les tribunaux. Ils ont fini par gagner. Vous avez envie de subir ces épreuves? Moi pas. Alors, ici, je montre un autre excès de Ciné, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, vous avez une nonne qui se masturbe avec un crucifix dans le vagin. C'est peut-être pas moi, ça me dérange pas. Mais on peut imaginer que des gens qui ont d'autres sensibilités que ceux de la direction de Charlie Hebdo soient choqués par ce genre de dessin. Et on leur dit alors que c'est couvert par la liberté d'expression. Bien. Alors, passons à l'autre extrême du spectre politique, à Jean-Marie Le Pen, qui a été condamné pour avoir dit, je crois, dans Rivarol, en France, du moins, l'occupation allemande n'a pas été particulièrement inhumaine, même s'il y eut des bavures inévitables dans un pays de 550 000 km². Il a été condamné pour cela à 3 mois de prison avec sursis et à 10 000 € d'amende. Alors, je vais donner 2 autres textes. L'un, c'est un manuel d'histoire pour les agrégés en histoire en France. L'occupation allemande varie en fonction de critères ethniques. Elle est très dure à l'égard des Slaves, mais moins répressive à l'égard, par exemple, de la France. Évidemment, ce n'est pas le même langage, mais où est la grande différence sur le fond? Je vais vous donner un texte encore plus étonnant, qui est de Stéphane Hessel, qui est un espèce de saint laïque. Il dit, aujourd'hui, nous pouvons le constater, et qui est un ancien résistant, il dit, nous pouvons le constater, la souplesse de la politique d'occupation allemande permettait même à la fin de la guerre une politique culturelle ouverte. À Paris, on pouvait jouer les pièces de Jean-Paul Sartre ou écouter Juliette Gréco. Si en tant que personne concernée, une comparaison hasardeuse, j'affirmerais que l'occupation allemande, si on la compare par exemple avec l'occupation actuelle de la Palestine par les Israéliens, était relativement inoffensive. Mis à part des exceptions, comme les arrestations, internements, exécutions, ainsi que le vol d'œuvres d'art. Tout cela était affreux, mais il s'agissait d'une politique d'occupation qui voulait avoir un aspect positif, et pour cela rendait le travail à nous autres combattants de la résistance si difficile. Alors où est la grande différence entre, par exemple, bavure, Le Pen et exception chez Hessel, pas particulièrement inhumaine chez Le Pen, et voulait avoir un effet positif chez Hessel? Ça, c'est le problème de l'arbitraire. Et comme disait Robespierre à propos des délits d'opinion, l'un trouvera le crime dans la chose, l'autre dans l'intention, le troisième dans le style. Parce que je sais qu'on va me dire « Ah, mais les intentions de Hessel sont différentes de celles de Le Pen », mais c'est bien ça ce que je conteste. Quand il y a un meurtre, on peut poser la question de savoir s'il est accidentel ou volontaire, parce que le meurtre est illégal. Mais si on décide que des paroles sont illégales, alors il faut montrer que les paroles sont illégales et qu'elles sont illégales dans tous les cas, même quand elles sont similaires, parce que sinon vous réinstaurez le délit d'intention en même temps que le délit d'opinion. Parce que maintenant c'est l'intention qui est constitutive du délit, qui définit le délit, tandis que le meurtre c'est un délit de toute façon, que ce soit accidentel ou volontaire. C'est ça le problème. Alors, maintenant, je vais donner quelques petits exemples de ce qu'on veut dire. On m'a dit que c'était... je me croyais malin en disant ce genre de choses, mais je vais quand même le dire. Par exemple, Marx, dans la question juive, dit quel est le culte profane du juif? Le trafic. Quel est le dieu profane? Quel est son dieu profane? L'argent.
Eh bien, en s'émancipant du trafic et de l'argent, par conséquent du judaïsme réel et pratique, l'époque actuelle s'émanciperait elle-même. Alors évidemment, mon argument n'est pas que j'ai craint, ce livre est réédité, il a été réédité de nombreuses fois, il est trouvable en librairie, mais aussi dans des bibliothèques, etc. Et donc, le problème, c'est que pas que je crains qu'on l'interdise avec des centaines et centaines de textes classiques, c'est pas ça le problème, mais c'est au nom de quoi va-t-on interdire des propos similaires qui sont faits dans l'époque contemporaine? Ça, c'est la question. Si Dieudonné dit ça dans un de ses spectacles et oublie de dire que c'est de Marx, il sera poursuivi. S'il cite Marx, je ne sais pas ce qu'on va faire. Donc, alors je vais donner un autre exemple de ce qu'on peut dire. Alain Finkielkraut, c'est vrai que c'était dans Haaretz, il déclare « Je suis né à Paris et je suis fils d'immigrants polonais. Mon père a été déporté de France, ses parents sont déportés, assassinés à Auschwitz. Mon père est rentré d'Auschwitz en France. Ce pays mérite notre haine. Ce qu'il a fait à mes parents était beaucoup plus brutal que ce qu'il a fait aux Africains. Qu'a-t-il fait aux Africains? Il n'a fait que du bien. » Alors évidemment, ça a provoqué un tollé chez des Africains qui n'ont pas nécessairement de bons souvenirs de l'action positive de la France. Mais ça, c'est pas ma question. Ma question, c'est que veut dire... Bien sûr, il dit aussi, dans ma famille, on ne m'a jamais appris la haine, c'est pas comme les Africains qui apprennent la haine à leurs enfants, etc. Bien, ça c'est la suite de l'interview. Mais ma question, c'est que veut dire ce pays mérite notre haine? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une entité abstraite comme un pays mérite la haine, si ce n'est les habitants du pays? Et les habitants du pays, pendant quelle époque? À l'époque de Pétain, encore aujourd'hui, c'est transmissible aux descendants, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi ce n'est pas une incitation à la haine des Français, qui sont après tout aussi, être Français, c'est aussi un accident de la naissance. Alors, passons à d'autres exemples. Oriana Fallaci, dans La rage et l'orgueil, elle dit « Les fils d'Allah, au contraire, se multiplient comme des rats ». Alors, quand le livre est sorti, moi je me rappelle très bien, elle a fait la couverture de l'Express comme la femme qui osait défier l'islam. Alors, si vous trouvez une communauté orthodoxe juive qui a beaucoup d'enfants et que vous dites les fils de Yahvé se multiplient comme des rats, je ne crois pas que vous ferez la couverture de l'Express en disant la personne qui ose défier le judaïsme. Enfin, vous pouvez essayer, parce que moi je suis physicien, je suis pour l'expérience, donc faites l'expérience. Mais Nicole Gage, UMP, conseillère d'État, parle au Quai d'Orsay dans la maison même comme étant une maison bourrée d'Arabes déguisés, du moins avant Sarkozy. Bon, si vous dites que la maison, un ministère français est une maison bourrée d'Israéliens déguisés, de nouveau, je vous conseille de faire l'expérience pour voir ce que ça donne. Alors, passons maintenant à un niveau supérieur, qui est la loi Guesso, qui est la loi sur la négation de l'histoire. Alors ça, autant la loi Pleven est vague et autorise tous les abus, le problème de la loi Guesso, c'est qu'elle est très très spécifique. Elle autorise les abus aussi, mais essentiellement, elle dit sont condamnés les gens qui contestent certains aspects du jugement de Nuremberg. Comme c'est pas très lisible, je vais pas tout vous lire, mais c'est essentiellement le jugement de Nuremberg et ça porte essentiellement sur l'Holocauste et les chambres à gaz. Bon. Alors, ça c'est la loi qui date de 1990 et je voulais faire le background historique qui a précédé cette loi. C'est l'affaire Forisson de 1980, enfin, début des années 80. Alors Forisson avait publié dans Le Monde, qu'il a publié, il ne les a pas forcés à publier, des articles à caractère révisionniste ou négationniste, disons négationniste, contestant l'existence des chambres à gaz. Et il a été poursuivi, il a été condamné en première instance en 80, en appel en 83. Mais les attendus de 83 sont très intéressants et assez surprenants. Ils disent il n'est pas davantage permis, ça c'est le jugement, hein, il n'est pas davantage permis d'affirmer, eu égard à la nature des études auxquelles il s'est livré, qu'il a écarté les témoignages par légèreté ou négligence, ou délibérément choisi de les ignorer. Qu'en outre, personne ne peut en l'état le convaincre de mensonge lorsqu'il énumère les multiples documents qu'il affirme avoir étudiés et les organismes auprès desquels il aurait enquêté pendant plus de 14 ans. Que la valeur, ça c'est la conclusion, que la valeur des conclusions défendues par M. Forisson relève donc de la seule approbation des experts, des historiens et du public. Donc là, le jugement était vraiment, il a fait enrager évidemment les organisations qui poursuivaient Forisson, ainsi que Vidal-Naquet, etc. Mais évidemment, le jugement était totalement en défense à la liberté d'expression, mais il a condamné Forisson, ça je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'il avait exprimé ses conclusions d'une façon qui était blessante pour les survivants. Il avait parlé de mensonges et de choses comme ça. Et donc, les gens qui partageaient le point de vue de Forisson pouvaient exprimer leur thèse tant qu'ils voulaient, du moment qu'ils les exprimaient de façon plus prudente. Et ça, c'était avant la loi Guesso. Et donc, après la loi Guesso, ce genre d'argutie juridique n'a plus été nécessaire puisque c'était, comment dirais-je, c'était la loi dit, voilà, vous contestez les chambres à gaz, hop, condamnation. Alors, je vais donner un exemple de nouveau d'arbitraire qui me paraît très fort. C'est l'affaire Gollnisch. Gollnisch était un membre important du Front National et en 2004, il donne une conférence de presse
dans laquelle il tient des propos dits ambigus sur les chambres à gaz. Moi, j'ai pas l'intégralité des propos. Ils ont été récoltés par des journalistes qui lui étaient hostiles, évidemment. Et il a été poursuivi. Il a été suspendu pendant 5 ans, sans salaire, bien sûr, d'enseignement d'une chaire de civilisation japonaise à l'université de Lyon. Et il a été poursuivi, il a été condamné à de lourdes amendes, etc. Et ça s'est terminé à la Cour de cassation, qui a cassé sans renvoi. C'est-à-dire, elle a dit, toute cette histoire, ça ne tient pas debout, n'a pas renvoyé devant une cour d'appel, ce qui est rare, très très rare. Et elle a dit, les propos retenus dans la citation, donc ce qu'on a relevé, qui renferment des énonciations contradictoires, ne permettent pas de caractériser à la charge du prévenu le délit de contestation d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité. Elle a dit essentiellement, Gollnisch a dit, voilà, en substance, il a dit les historiens devraient être libres et pas sous la tyrannie d'une loi, etc. Et voilà, ça c'était l'essence du message de Gollnisch. Et c'est ce que la Cour de cassation a relevé. Mais n'empêche, par exemple, les sanctions administratives à l'université, ça n'a pas été compensé, évidemment. Et il y a eu encore des manifestations quand il est revenu à son université. Alors moi, je donne des exemples, j'espère que ça ne va pas trop vous choquer, de ce qu'on dit sans être poursuivi. Je vais citer un livre ici d'Arnaud Meyer, La solution finale dans l'histoire. Arnaud Meyer est professeur d'histoire à Princeton. C'est un livre qui a été traduit de l'anglais. Il a été préfacé par Villanac. Et là, on peut lire que les sources dont nous disposons pour étudier les chambres à gaz sont à la fois rares et peu sûres. On n'a jusqu'à présent découvert aucun ordre écrit prescrivant nommément les gazages. Nos connaissances se fondent pour l'essentiel sur les dépositions des fonctionnaires nazis et de leurs exécutants lors des procès de l'après-guerre et sur les souvenirs de survivants et des témoins. Ces sources doivent faire l'objet d'une étude attentive parce que leur valeur peut dépendre de facteurs subjectifs très complexes. Et le reste du livre, bien sûr, il est orthodoxe, il ne dit pas l'existence de la chambre à gaz, mais n'empêche, ce genre de propos est, on va dire, ambigu. Si Gollnisch était ambigu, moi je connais aucun biologiste ou chimiste qui dit que les sources pour étudier les atomes ou l'évolution sont rares et peu sûres, et si quelqu'un le disait, on trouverait ça très bizarre. Alors, en 1986, Klarsfeld a fait une interview, Serge Klarsfeld, où il annonce l'apparition d'un livre de Jean-Claude Pressac qui s'appelle « Les crématoires d'Auschwitz, la machinerie du meurtre de masse » qui a été publié par le CNRS et qui avait été publié en anglais par, plus ou moins le même, par la Beate et Serge Klarsfeld Foundation auparavant. Alors il dit que ça va constituer enfin la preuve des preuves. On lui demande parce qu'il n'y avait pas de preuves, il n'y a pas de vraie preuve, et il répond « Il y avait des débuts de preuves qui embarrassaient les forissoniens, mais ils n'avaient pas encore réduit au silence. » 40 ans après Nuremberg, on nous dit ça, et disant qu'on ne peut pas discuter. Je veux dire, c'est pas très cohérent. Alors, Pressac, ce qui est extraordinaire avec Pressac, c'est que donc ça a été pendant, il n'y a pas que Klarsfeld qui a dit ça, ils ont tous dit ça, ça a été le grand héros qui allait terrasser les révisionnistes dans les années 80. En 1995, il fait une interview avec Valérie Gounet, qui est une historienne du négationnisme, et qui publie un livre sur l'histoire du négationnisme en France en 2000, avec une interview de Pressac que vous trouvez sur le net, et je vous invite à lire parce qu'elle vaut son pesant d'or. Je vais lire quelques extraits. Par exemple, il dit 95% du Zyklon B livré à Auschwitz était employé à l'épouillage et seuls 5% maximum servaient à asphyxier les Juifs, au contraire des dires de Hilberg, qui est le grand historien de la déportation et de l'Holocauste. Pressac dit aussi, sur la loi Guesso, il dit « Cette imbécilité réactionnaire communiste, votée par une majorité de députés soi-disant progressistes, ne pourra encadrer politiquement l'histoire encore très longtemps parce que les acquis historiques ne sont pas fixés pour l'éternité et fluctuent en fonction des décisions politiques, des documents retrouvés ou d'enquêtes de recoupement inattaquables. » Donc il envoie promener cette loi qui est déjà soutenue par ses éditeurs. Alors, sur le nombre de morts, on ne sait pas tout lire, donc je ne vais pas tout lire, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit le coefficient multiplicateur émotionnel varie de 2 à 7 et est en moyenne de 4 à 5. Cette moyenne s'applique parfaitement à Auschwitz. Alors finalement, il dit, la conclusion, c'est que tout changement historique entraîne une dévalorisation de cette mémoire fixe et présentée comme définitive. Or, de nouveaux documents surgiront inévitablement et bouleverseront de plus en plus les certitudes officielles. La forme actuelle, pourtant triomphante, de la présentation de l'univers des camps est condamnée. Qu'en sauvera-t-on? Peu de choses. De tous ces faits terribles,
parce qu'ayant entraîné la mort de femmes, d'enfants et de vieillards, ne survivront que ceux établis, les autres sont destinés aux poubelles de l'histoire. Et donc, on ne sait pas ce qu'il dit exactement, je veux bien, mais si Gollnisch était ambigu, ça c'est beaucoup plus ambigu, il est mort en 2003, pourquoi ne l'a-t-on pas poursuivi entre 2000 et 2003? Mais ça aurait fait un peu désordre, pour le dire de façon verbale, de poursuivre le type qui était le grand héros qui allait terrasser les révisionnistes dans les années 80. Bien sûr, je signale que Pressac n'était pas historien, il était pharmacien, mais bon, la seule question que moi je pose, c'est pourquoi on a poursuivi Gollnisch et pas Pressac, si ce n'est de nouveau parce qu'on attribue aux uns des intentions, moi je connais pas les intentions de Pressac, et à l'autre pas. Alors, je vais raconter une petite histoire belge. Le 15 octobre de cette année, je suis invité par M. Van de Plas, qui était échevin des sports à la commune de Krainem, à parler de mon livre ici. Et donc, la soirée se passe très bien. J'étais assis à côté d'un ancien résistant et il n'y a eu aucun problème, aucun incident. Mais un peu après, la presse est alertée sur un mail privé, j'insiste sur le mot, c'est le seul truc qui m'intéresse, c'est que c'est privé, qu'il avait envoyé un an auparavant, donc en 2013, à caractère négationniste. Et ça fait la une du soir, ça se trouve dans Libre Belgique, dans l'RTL, il a été interviewé par RTL, la RTBF, etc. Bien. Alors, évidemment, le problème que j'ai avec cette, comment dirais-je, il a été licencié de son parti, qui était le CDH, il a perdu ses fonctions échevinales, etc. Ça fait tout un scandale. Bien. Et on a dit d'ailleurs dans le soir que c'était mon invitation qui avait fait remonter à la surface ce message. Alors c'est une question que je vais vous poser à vous. Peu importe le contenu du message, est-ce que vous vous sentez à l'aise si on peut utiliser des mails privés que vous avez envoyés sur vos collègues, sur vos supérieurs, sur des plaisanteries que vous avez faites, etc., pour vous détruire politiquement? Moi, je ne sais pas si je vais faire un sondage, si les gens veulent lever la main, s'ils se sentent à l'aise. Moi, je ne suis pas à l'aise. J'ai pas envie qu'on utilise toutes les remarques. Et je sais très bien à l'université que si on devait déballer tout ce que les gens ont dit en privé sur les autres, ce serait le chaos complet. Donc, je ne pense pas que c'est souhaitable qu'on utilise des mails privés, quel que soit leur contenu, pour démolir des gens. Bien. Alors, un autre mail privé, mais qui est reçu par moi, c'est le suivant. C'est pourquoi allez-vous parler de ce sujet, donc celui dont je parle maintenant, pourquoi n'allez-vous pas parler de ce sujet à Téhéran ou à Gaza au lieu de polluer notre Académie royale? Des crapules comme vous ne méritent qu'une seule chose, une balle dans la tête sans procès. Alors maintenant, je vous laisse juger, qu'est-ce qui est le plus grave? Un mail qui conteste des faits historiques privés, ou ce mail privé-là, je ne sais pas. Moi, évidemment, c'est celui-là que je trouve le plus grave, mais je vous laisse juger, d'accord? Alors évidemment, c'était signé Belgium Stands with Israel. Alors maintenant, que faire? Je vais venir aux conclusions. Je vais vous proposer, je suis pas venu inciter à la haine. Moi, je veux combattre la haine, mais je veux vraiment la combattre. D'accord? Je pense que toutes ces mesures, je vais essayer d'expliquer, toutes ces lois ne font qu'attiser la haine en réalité. Et donc, je vais proposer deux textes, un d'un intellectuel catholique italien qui est pas très connu, Franco Cardini, enfin, je pense qu'il est pas très connu. Il dit ceci. Ne sous-estimez pas ce que je vais vous dire. C'est le fruit de l'expérience d'un vieux monsieur, peut-être pas trop intelligent, mais assez cultivé, expérimenté, qui ne cesse de voyager, qui écoute ce que disent les gens dans les trains et dans les bars. Quelqu'un qui, par sa profession, participe constamment à des colloques, des congrès et des débats, qui parle avec des jeunes de toutes les régions de l'Italie et du monde, et qui est en contact comme catholique avec beaucoup de ses coreligionnaires. Eh bien, gardez-vous bien, parce que ce que je vais vous dire est vrai. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Désormais, le révisionnisme, le négationnisme est en train d'ouvrir une brèche en catimini. Le nombre de personnes qui, sans l'admettre, sont impressionnées et troublées par certains arguments ne cesse de croître. Le nombre de ceux qui, en public, affirment une chose et en privé soutiennent exactement le contraire est en train de croître aussi. Et vous savez pourquoi? À cause du fait qu'on persécute ceux qui défendent ces idées et on les condamne sans leur donner le droit de parler et sans riposter. Mais de cette manière se crée dans l'opinion publique un sentiment croissant que si on en a peur, c'est que ces gens-là disent des vérités et que c'est cela qui peut constituer les prémices d'une nouvelle vague de préjugés antisémites, même si c'est difficile d'imaginer sous quelle forme elle pourrait se manifester. Il existe pour ça un seul moyen d'effacer le révisionnisme, en empêchant les adeptes de se donner des airs de victimes de la vérité. C'est de contester rationnellement et paisiblement leurs thèses, les réfuter, les détruire et ainsi discréditer définitivement ceux qui s'en font les héros. Cela est la seule manière d'effacer à jamais les calomniateurs de la Shoah
Israël et le monde juif ont tout intérêt à imposer cette confrontation qui serait aussi pour les médias de masse un spectacle formidable. Qu'est-ce que nous attendons? Mais évidemment, bonne question, mais évidemment, les lois existantes empêchent ce genre de confrontation, parce que si vous aviez ces confrontations, ben, vous auriez forcément, les gens ne vont pas faire une confrontation s'ils doivent sortir avec des menottes aux mains à la sortie du débat, parce qu'ils ont tenu des trucs qui sont illégaux. Il faudrait d'abord abolir les lois, et puis faire ce genre de confrontation. Alors la dernière proposition que je voudrais vous proposer, qui va peut-être encore être plus choquante, mais qui me paraît encore plus raisonnable, c'est celle d'Henri IV. Alors j'ai commencé avec Robespierre, je termine avec Henri IV, donc on ne va pas m'accuser d'être républicain ou monarchiste. Article 1er. Premièrement, que la mémoire de toute chose, donc il écrit ça après les guerres de religion, il dit que toute chose passée d'une part et d'autre depuis le commencement du mois de mars 1585 jusqu'à notre avènement à la couronne et durant les autres troubles précédents à leur occasion, demeurera éteinte et assoupie comme de choses non advenues, et ne sera loisible ni permis à nos procureurs généraux, ni autres personnes quelconques, publiques ni privées, en quelque temps, ni pour quelque raison que ce soit, en faire mention, procès ou poursuite, ou en cours ou juridiction, en quelque cours juridiction que ce soit. Bon. Et l'article 2, je vous lis l'édit de Nantes. La révocation de l'édit de Nantes est célèbre, mais l'édit de Nantes vaut la peine d'être lu, parce que justement, cet édit voulait la paix civile en France, après les guerres. Et il disait, au sujet de quelque état et qualité que ce soit, d'en renouveler la mémoire, s'attaquer, ressentir, injurier ni provoquer l'un l'autre, par reproche de ce qui s'est passé, pour quelque cause ou prétexte que ce soit, en disputer, contester, quereller, etc., mais il conseille aux gens de vivre paisiblement ensemble comme frères, amis et concitoyens, sur peine au contrevenant d'être punis comme infracteurs de paix et perturbateurs du repos public. C'est-à-dire que si on appliquait la législation d'Henri IV, ce ne seraient pas les soi-disant racistes, antisémites et négateurs de l'histoire qui seraient en prison ou qui seraient poursuivis, mais les associations qui les poursuivent. Évidemment, je ne souhaite pas cela. Moi, je suis pour appeler à la raison, mais je voudrais conclure sur 2 points. D'une part, dans ce colloque, on a entendu parler de la liberté d'expression, et souvent on considère qu'en Occident, c'est un principe sacré. Moi, je veux bien, mais il y a beaucoup d'hypocrisie dans le discours sur la liberté d'expression. J'ai parlé des lois sur la négation de l'histoire. Mais vous savez, et vous serez étonnés, il y a quelqu'un en Europe, en Allemagne, je veux bien, qui est condamné à 12 ans de prison ferme qu'il purge aujourd'hui pour négation de l'histoire. Il n'a rien fait d'autre, aucun acte, rien. Il n'a pas frappé quelqu'un, il n'a pas injurié quelqu'un. Négation de l'histoire, 12 ans de prison ferme. Or, ce malheur. Son avocate, Sylvia Stolz, je crois, a défendu ses thèses au tribunal, 3 ans de prison. Un expert qui s'appelait Rudolph, qui était nommé par un tribunal allemand et qui a fait des enquêtes à Auschwitz et qui a eu des conclusions qui sont considérées comme révisionnistes, 3 ans de prison. Alors, si on en arrive là, par exemple, en Belgique, Vincent Renoir, qui est un Français, qui est révisionniste ou négationniste, qui s'est réfugié en Belgique, a été arrêté par la police belge et livré à la police française pour purger 1 an de prison. Quand ça s'est produit, moi, j'ai signé une pétition pour sa libération, parce que je trouve ça normal, parce que je suis pas d'accord avec ces lois, que je suis pas d'accord avec les gens qu'on met en prison sur base de ces lois. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un séminaire dans un département de physique m'a été supprimé. On ne me l'a pas écrit, on me l'a dit au téléphone. Et donc, il y a une énorme hypocrisie quand on parle de liberté d'expression. Quand on me dit qu'il n'y a pas d'interdiction préalable en Belgique, quand Dieudonné est venu pour la dernière fois à Bruxelles, son spectacle a été vidé manu militari par la police, en plein spectacle. Alors qu'on ne me dise pas que c'est pas une interdiction préalable. Il n'y a même pas eu de poursuite par la suite. Pour le spectacle similaire qu'il avait fait à Liège. Quand il y a eu le congrès dit de la dissidence, il a été interdit, trouble à l'ordre public. Mais je remarque que dans ces interdictions, il n'y a pas de trouble à l'ordre public, même quand les gens sont attaqués par des autopompes. C'est pas eux, ils font des quenelles ou je sais pas quoi, mais il n'y a pas de trouble à l'ordre public, il n'y a pas de résistance violente de ces gens-là. Il y en a beaucoup moins que dans les manifestations ou les grèves. Donc, c'est quelque chose de tout à fait surréaliste en point de vue juridique. Et une énorme hypocrisie à faire la leçon aux arabo-musulmans quand on voit la pratique qu'il y a dans les pays occidentaux. Et par exemple, quand j'ai vu encore hier avec Ramadan, on lui a dit oui, mais les élèves musulmans ne veulent pas qu'on entende parler de l'Holocauste dans les écoles. Mais d'une part, on a créé Israël, on a soutenu Israël sur le dos des Palestiniens qui n'en pouvaient mais qui n'étaient pas responsables de l'Holocauste. Et maintenant, nouveau tour de manivelle, on attaque les musulmans parce qu'ils ne veulent pas qu'on entende parler d'un Holocauste qu'on utilise tout le temps pour justifier Israël et qui évidemment a une politique qui ne leur plaît pas. Alors, je pense que cette hypocrisie et ces 2 poids 2 mesures sont évidemment une source de conflit dans nos sociétés. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec Henri IV que c'est en taisant, en cessant de s'accuser mutuellement de crimes qui se sont passés dans
le passé, dans lesquels nous n'avons aucune responsabilité, que nous n'avons pas fait, que ce soit l'esclavage, le colonialisme, l'Holocauste, etc. Nous ne sommes pas responsables, nous n'étions pas là. Ça ne sert à rien non plus de se frapper dans la vertu et de dire qu'on aurait été du côté de la résistance, parce que personne ne sait ce qu'on aurait réellement fait si on a vécu à cette époque. Moi, j'étais pas là. Et je pense qu'il y a énormément de bombage de torse et d'hypocrisie dans tout ça, y compris dans les conflits entre Flamands et Wallons en Belgique, qui portent en partie là-dessus. Et donc, qu'on critique la politique de la NVA, c'est une chose, mais tout ce qu'on va chercher sur les rencontres, etc., c'en est une autre. Et donc, moi, je pense que si on veut réellement la paix entre les communautés, alors on ferait bien mieux d'écouter Henri IV que la loi Pleven et la loi Guesso. Je vous remercie. Je vois que c'est terminé.